Bien, bienvenue à tout le monde pour ce quatrième épisode de notre série des Jeudis de l'IUD. Donc, je vous rappelle que dans le programme, nous avons déjà vu en 3 temps les fondamentaux de l'IUD, l'impact à l'hôpital en termes organisationnels et surtout aussi système d'information. Dans le dernier épisode, nous sommes arrêtés sur les échanges entre fabricants et hôpital autour de cette notion d'IUD et des notions aussi de fiches produits, dispositifs médicaux. Et aujourd'hui, nous allons rentrer plus dans l'aspect pratique de l'IUD à l'hôpital. Petit rappel des règles. Donc, les interventions sont faites les unes après les autres. Un temps sera réservé à vos questions en fin de session. Pour vous poser vos questions, n'utilisez pas le chat, mais utilisez le pictogramme Q et R. Certaines réponses pourront être traitées en direct par les intervenants et par une réponse écrite. Les autres seront conservées pour la fin de session, donc pour pouvoir avoir des réponses par les intervenants, en fonction du nombre de questions, bien évidemment. Et quoi qu'il arrive, toutes ces questions seront récupérées pour être valorisées par la suite dans une foire à questions, qui seront accessibles à la fois sur les sites du SNITEM et d'Europharmat, qui co-organisent ces jeudis avec la collaboration active, et on va la voir d'autant plus active aujourd'hui, de la Direction générale de l'offre de soins. Donc, le programme aujourd'hui, c'est les aspects pratiques de l'IUD à l'hôpital. Donc, pour commencer, et on va tourner bien évidemment en matière de traçabilité au niveau des exigences, Guillaume Descotes, qui est pharmacien à la DGOS, donc à la sous-direction PF2, va nous présenter l'IUD comme clé d'entrée du suivi d'EDM à l'hôpital. Ensuite, nous aurons un duo composé de Gilles Ebrecht, que vous avez déjà entendu, et Patrick Desmet, qui vous n'avez pas encore entendu, mais qui a quand même été en accompagnement en permanence. Donc, de la DGOS, là, c'est le bureau PF5, qui vous parleront plus particulièrement de l'informatisation de la traçabilité et du travail qui a été mis en place dans le cadre d'une phase pilote. Et enfin, pour illustrer cette phase pilote et illustrer aussi ces exigences et éventuellement ces contraintes, nous aurons un retour d'expérience qui sera fait par Gilles Vital, qui est pharmacien au CHU de Toulouse. Voilà, donc je donne tout de suite la parole à Guillaume. Bien, je pense que tout le monde voit mon écran. Donc, effectivement, bonjour à tous, Guillaume Descotes. Donc, je suis pharmacien au sein du bureau PF2, donc, qui s'intitule Accès aux produits de santé et sécurité des soins. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on va aborder les aspects pratiques de l'IUD à l'hôpital et notamment l'IUD utilisé comme outil et comme clé d'entrée vraiment du suivi d'EDM à l'hôpital. Donc, tout d'abord, quelques éléments, quelques points réglementaires, puisque vraiment le point d'entrée au niveau du circuit à l'hôpital, c'est la traçabilité sanitaire. Donc, comme vous le savez tous, la traçabilité sanitaire, elle est encadrée depuis 2006 par le décret qui fixe les règles particulières de matériovigilance exercées sur certains dispositifs médicaux. Donc, ce décret, il reprend les responsabilités des différents acteurs, donc notamment les responsabilités de la direction de l'établissement, celle de la pharmacie à usage intérieur et celle du service utilisateur. Donc, ce décret, il précise les enregistrements qui sont réalisés par ces différents acteurs, notamment par la pharmacie à usage intérieur lors de la délivrance des dispositifs médicaux implantables. Et ces enregistrements, donc, ils comportent l'identification de chaque dispositif médical avec la dénomination, le numéro de série ou de lot, le nom du fabricant ou de son mandataire. Ensuite, la date de délivrance, elle est enregistrée et bien évidemment l'identification du service utilisateur vers qui le dispositif médical est destiné. Donc ensuite, le service utilisateur, ses responsabilités, c'est lors de l'utilisation de ce dispositif médical, eh bien, c'est de compléter l'enregistrement qui a été réalisé par la pharmacie à usage intérieur et donc d'enregistrer la date d'utilisation, l'identification bien sûr du patient avec ses noms, prénoms, date de naissance et le nom du médecin, du chirurgien dentiste utilisateur. Donc, plus récemment, comme vous le savez, le règlement européen relatif aux dispositifs médicaux est entré en application donc, le 26 mai 2021. Donc, l'article 27
qui concerne les établissements de santé précise en termes d'enregistrement, donc que les établissements de santé enregistrent et conservent, de préférence par des moyens électroniques, l'IUD des dispositifs qu'ils ont fournis et qu'on leur a fournis. Donc, il précise également que cet enregistrement concerne à minima les dispositifs qui font partie des dispositifs implantables de classe 3. Donc, au niveau national, et suite à l'application du règlement européen, un projet de texte est en cours de publication. Donc, c'est le projet d'arrêté relatif au management de la qualité du circuit des DMI. Donc, les objectifs de ce texte, eh bien, c'est vraiment de donner une dimension systémique afin de garantir l'utilisation sécurisée, appropriée et tracée des DMI. Donc, ce projet apporte vraiment des éléments structurants pour l'organisation et la sécurisation du circuit des DMI. Donc, il a vraiment pour objectif de renforcer la coopération et la coordination entre les différents acteurs du circuit, puisque le circuit des dispositifs médicaux implantables à l'hôpital est vraiment un processus complexe, transversal et systémique, avec des étapes vraiment pluridisciplinaires et interdépendantes, de multiples interfaces et de nombreux acteurs. Donc cet arrêté, il a également pour objectif de sécuriser les échanges d'informations, donc notamment avec l'informatisation et l'interopérabilité des systèmes d'information, qui sont vraiment des conditions essentielles à la sécurisation du circuit des dispositifs médicaux implantables. Et il intègre à chacune des étapes du circuit des dispositifs médicaux implantables, donc l'IUD, qui est vraiment l'outil de traçabilité prévu par le règlement européen, et qui doit vraiment être enregistré et conservé dans le cadre de la traçabilité sanitaire. Donc, maintenant, en termes d'intégration de l'IUD à toutes les étapes du circuit, donc petite précision, c'est qu'effectivement, l'obligation d'attribution de l'IUD au dispositif médical et ensuite d'apposer cette IUD sur l'étiquette, elle est applicable pour les dispositifs médicaux implantables et de classe 3, donc depuis le 26 mai 2021, pour les dispositifs médicaux qui ont été mis sur le marché conformément au règlement européen. Donc, pour entrer dans le processus organisationnel vraiment du circuit des dispositifs médicaux implantables, eh bien, la première étape que nous pouvons aborder, c'est le référencement. Donc, le référencement qui correspond à l'élaboration de la liste des dispositifs médicaux implantables dont l'utilisation est préconisée au sein de l'établissement. Donc, cette liste, elle doit vraiment comprendre différentes informations. Elle s'appuie sur la fiche produit et bien évidemment sur une base référentielle des DMI partagée par l'ensemble des applications et qui devra être actualisée au fil de l'eau. Sur la base de cette liste des dispositifs médicaux implantables qui sont référencés au sein de l'établissement, donc le service utilisateur peut solliciter de mettre des dispositifs médicaux en dotation au sein du service utilisateur afin de répondre à l'activité habituelle du service. Donc, cette dotation, elle doit préciser pour chaque service utilisateur les différents éléments d'identification des dispositifs médicaux. Donc, dès lors que cette liste est élaborée, il faut qu'elle se base sur l'élément d'identification principal qui est l'IUD. Donc, pour ces étapes-là, c'est vraiment l'IUD-ID, donc l'identifiant qui est propre au modèle et au fabricant du dispositif. Mais elle devra aussi préciser l'ensemble des informations suivantes, à savoir le nom et la dénomination commerciale du dispositif, la dénomination selon la nomenclature de référence en vigueur, donc qui est le MDN, le nom du fabricant, la référence ou le numéro dans le catalogue du fabricant, ainsi que les dimensions cliniques. Donc les dimensions cliniques, c'est le terme qui est utilisé par le règlement européen et qui précise que c'est notamment le volume, la longueur, donc vraiment en termes de dimensions. Donc cet IUD-ID, il est lié à certains attributs, donc vraiment ceux qui ont été listés ici, c'est-à-dire le nom du fabricant, la dénomination commerciale, tous les éléments en fait, qui sont liés au fabricant légal avec les dimensions cliniques. Ensuite, l'arrêté précisera qu'il est également indispensable d'enregistrer le nom du distributeur et également la référence ou le numéro dans le catalogue du distributeur, puisque ces informations ne sont pas liées à l'IUD. Donc ça, c'est la première étape lors de la dotation pour que les éléments d'identification permettent des échanges vraiment
sur la base d'informations communes et permettre l'identification précise des dispositifs médicaux. Ensuite, la prochaine étape qu'on peut citer, c'est la demande de dispositifs médicaux implantables lorsqu'ils ne sont pas en dotation. Ces demandes doivent préciser les différents éléments que nous venons d'aborder, c'est-à-dire notamment l'IUD-ID et l'ensemble des informations, enfin, des éléments d'identification du dispositif médical. Suite à cette demande, la pharmacie à usage intérieur peut passer commande auprès d'un fabricant ou d'un distributeur, puisque la pharmacie à usage intérieur est la seule à être autorisée à passer commande auprès d'un fournisseur. L'IUD-ID il sera également utilisé comme élément d'identification et dans le cadre des échanges d'informations, en tout cas avec les différents fournisseurs dans le cadre des commandes. Et ensuite, en termes vraiment d'approvisionnement et de stockage, donc vraiment tous les DMI entrant au sein de l'établissement, donc tous les DMI détenus doivent être tracés et le stockage sécurisé. En effet, qu'il s'agisse de DM achetés ou alloués en dépôt, même si bien évidemment, dans le cas des dépôts temporaires, certaines difficultés pourront être abordées, le fait qu'un grand nombre de DM soient livrés avec finalement peu de DM posés, donc ce qui pose des difficultés en termes d'enregistrement et de réception par la pharmacie à usage intérieur. Pour le cas des échantillons, ils doivent également être tracés et sécurisés, comme tout DM entrant au sein de l'établissement. La nécessité, c'est vraiment de disposer de l'ensemble des informations relatives aux dispositifs médicaux qui sont détenus au sein de l'établissement, et un format numérique permet vraiment de faciliter l'enregistrement de ces informations et de les avoir à disposition en cas de problèmes de sécurité sanitaire, de retrait de l'eau ou autre. Donc ensuite, l'autre nécessité, c'est vraiment d'utiliser pour enregistrer ces informations relatives aux DMI réceptionnés. Donc ces informations elles doivent être enregistrées dans le système d'information, puisqu'il faut bannir tout support papier ou autre, et à l'aide d'un système d'identification et de saisie automatique des données. Donc ça, c'est également un terme du règlement européen, l'acronyme est AIDC. Donc comme nous allons le voir, dans le cadre de ce système d'identification et de saisie automatique des données, c'est le support IUD qui est la base vraiment utilisée dans le cadre des échanges d'informations. Donc, les différents supports de l'IUD, donc tout d'abord, le support de l'IUD, il est constitué de deux choses généralement, c'est-à-dire la transcription à IDC, donc en fait un code barre, code data matrix, plus ou moins des identifiants RFID, et ensuite, le cas échéant, le marquage en clair de l'IUD, c'est-à-dire le code, donc c'est-à-dire le code alphanumérique qui est précisé sous le code barre. Donc, ce support IUD, il est apposé sur l'étiquette du dispositif médical, ainsi que sur tous les niveaux de conditionnement supérieurs, sauf les conteneurs de transport. Et pour chaque niveau de conditionnement, il y aura un support, enfin donc un IUD différent. Ensuite, pour revenir à l'identification et la saisie automatique des données, donc vraiment en termes de système, ça se compose finalement du support IUD, donc avec les codes barres et le marquage en clair avec le code alphanumérique, et associé à ces supports IUD, l'utilisation de lecteurs adaptés, donc par exemple des douchettes de lecteurs de code barre. Concernant l'IUD, il peut être concaténé ou séparé, c'est-à-dire que concaténé, donc vous voyez sur la droite, c'est-à-dire que le code barre, l'IUD ID et l'IUD IP sont réunis en un seul code. Et lorsqu'ils sont séparés, eh bien, vous avez d'une part le code, le code correspondant à l'IUD ID et d'autre part le code correspondant à l'IUD IP. Autre précision, nous sommes rendus compte qu'il est possible d'apposer deux IUD sur la base de deux standards, donc par exemple le standard GS1 et le standard HIBC. Donc lors des réceptions, puisqu'elles devront se baser, c'est vraiment l'objectif, c'est que lors des réceptions, l'enregistrement des informations se base sur le support IUD avec le système d'acquisition, le système d'identification et de saisie automatique des données, donc AIDC. Il faudra être vigilant à ce que si jamais il y a deux standards, que le standard scanné corresponde au standard lié à la fiche produit. Donc ensuite, en termes d'enregistrement, les différentes informations qui devront être enregistrées dans le système d'information de l'établissement, eh ben, ici, c'est l'IUD dans sa totalité, donc l'IUD ID plus l'IUD IP, et l'ensemble des informations suivantes, donc qui sont liées
à ce code IUD, c'est-à-dire le nom, la dénomination commerciale du dispositif, la dénomination selon la nomenclature de référence en vigueur, le nom du fabricant, la référence ou le numéro dans le catalogue du fabricant, les dimensions cliniques, comme je l'ai précisé, les dimensions cliniques, le règlement précise que c'est notamment le volume, la longueur, ainsi que les IUD-IP, puisque les IUD-IP sont différents, ça peut être le numéro de série, le numéro de lot, la date d'expiration, date de fabrication, donc qui sont propres vraiment à l'unité de production. Et ensuite, le cas échéant, donc on précise également qu'on peut enregistrer d'autres IUD-IP, donc comme je vous le disais, au-delà du numéro de série, du numéro de lot, de la date d'expiration, il peut y avoir également la date de fabrication. Donc, toujours les mêmes informations par rapport à l'enregistrement réalisé lors du référencement et puis pour les dotations et pour les échanges d'informations au sein de l'établissement, eh bien, c'est l'enregistrement du nom du distributeur, le cas échéant, et de la référence ou du numéro dans le catalogue du distributeur qui, encore une fois, ne sont pas liés à l'IUD. Prochaine étape, c'est la délivrance par la pharmacie à usage intérieur. Donc, les enregistrements, ils sont précisés déjà dans le décret de 2006 et ils précisent que lors de la délivrance, la pharmacie à usage intérieur complète les informations enregistrées lors de la réception par la date de délivrance et l'identification du service utilisateur. Donc ensuite, nous arrivons à l'étape d'utilisation du dispositif médical par le service utilisateur. Donc, les enregistrements également doivent être réalisés sur la base, grâce à des systèmes d'identification et de saisie automatique des données, et donc en lien avec le support IUD. Donc, tout comme lors de la réception et de la délivrance, des douchettes et avec une lecture du code barre peuvent être utilisées et permettent vraiment de sécuriser, puisque les informations sont directement enregistrées dans le système d'information, sans retranscription manuelle et sans support papier. Donc, lors de l'utilisation, l'ensemble des informations donc, avec IUD et nom du fabricant qui ont été listées précédemment sont complétées par la date d'utilisation et bien sûr l'identification du patient avec les noms, prénoms, date de naissance, mais également le nom, la qualité du professionnel de santé et son identifiant lorsqu'il existe, donc le numéro RPPS. En termes d'information du patient, donc l'information du patient, elle est vraiment précisée à l'article 18 du règlement, donc, qui aborde différentes choses. Tout d'abord, la remise d'une carte d'implant qui doit être fournie par le fabricant. Cette carte d'implant, elle reprend les différents éléments d'identification du dispositif médical, comme vous le voyez, mais également l'identité du patient. Donc, associé à cette remise de carte d'implant, le règlement précise également les informations qui doivent être mises à la disposition du patient. Ces informations, elles sont jointes au dispositif par le fabricant, c'est une obligation. Et elles concernent notamment les mises en garde et précautions d'emploi, la nécessité éventuelle de réintervention, puisque nous sommes dans de l'implantable, mais également toute information sur la durée de vie, sur les précautions à prendre, notamment en cas d'examen d'imagerie ou par le patient dans sa vie de tous les jours. Donc, le règlement précise que ces informations sont mises à la disposition du patient par tout moyen permettant un accès rapide à ces informations. Donc, au-delà comme nous l'avons vu, sur le versant de la traçabilité sanitaire, qui est vraiment le point d'entrée réglementaire de la présentation d'aujourd'hui, l'IUD, il pourra être également utilisé dans le cadre du suivi de l'utilisation des dispositifs médicaux implantables. Donc, nous allons voir que, tout d'abord, effectivement, comme vous le savez, un suivi est assuré pour les dispositifs médicaux inscrits sur la liste dite intra-GHS. Donc, ce sont les DM implantables ou invasifs qui sont facturés en DGHS. Donc, ils sont inscrits sur la liste en sus et donc, donc au titre 3 ou au titre 5 de la liste des produits et prestations remboursables. Le suivi de leur utilisation est actuellement assuré au niveau national grâce à la remontée d'informations dans les bases PMSI. Donc les bases PMSI, c'est-à-dire elles sont transmises à la TIH. Et dans le cadre de ces échanges d'informations, c'est la transmission des codes LPPR qui est utilisée pour l'identification
de ces dispositifs médicaux et pour être ensuite valorisés, puisque dans le cas de la liste en sus, il y a ensuite une valorisation. Alors, maintenant, je rappelle tout d'abord de ce qu'est la liste positive intra-GHS. Donc, effectivement, il y a certains DM qui appartiennent à des catégories homogènes de dispositifs. Ces catégories homogènes, elles sont définies par arrêté des ministres. Elles concernent des dispositifs médicaux particulièrement à risque et donc sont soumises pour être achetées, utilisées et financées au titre des prestations d'hospitalisation à une inscription sur la liste positive intra-GHS. Donc, cette liste positive intra-GHS, elle est disponible sur le site du ministère de la Santé. Et pour être inscrit sur la liste positive intra-GHS, ces dispositifs médicaux doivent avoir fait l'objet d'une évaluation par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et technologies de santé de la Haute Autorité de Santé. Donc, sans cet avis favorable, ils ne peuvent être inscrits et donc ne peuvent être utilisés par les établissements de santé, sauf dans un cadre de recherche, c'est-à-dire dans le cadre d'une investigation clinique. Donc, le suivi de l'utilisation de ces DM paraissait indispensable, vraiment avec un objectif de renforcement du suivi analytique, épidémiologique et de bon usage, vraiment compte tenu des enjeux de sécurité sanitaire relatifs à ces dispositifs médicaux. Donc, la transmission des informations par l'établissement de santé, elle sera faite au moment de la facturation ou de la valorisation des prestations d'hospitalisation, GHS. Dans les remontées PMSI, cette fois-ci, comme nous l'avons dit pour la liste en sus, c'est le code, actuellement, c'est le code LPPR qui est utilisé dans les bases PMSI. Et lors de la mise en œuvre de ce suivi des DM inscrits sur la liste positive intra-GHS, il a été décidé d'utiliser comme élément d'identification principal le code IUD-ID des dispositifs médicaux. Donc, ça permet vraiment d'avoir un élément utilisé par l'ensemble des acteurs. C'est vrai que ce code IUD, comme nous l'avons vu, voilà, il est défini avec des normes internationalement reconnues. Ça permet d'utiliser un code, encore une fois, partagé lors des échanges d'informations entre les différents acteurs, donc notamment par les établissements de santé, dans le cadre de la facture, enfin, les commandes, et puis vraiment tout le long du circuit des établissements de santé, et même au-delà, puisque ils seront utilisés dans le cadre de ces remontées d'informations. Donc, effectivement, en termes de perspective, l'utilisation des codes IUD, elle ouvre la possibilité d'un suivi de l'utilisation des DM en vie réelle. Les systèmes d'information, ils permettront d'enregistrer les informations relatives à l'utilisation de ces DM, et en particulier une acquisition automatique de l'IUD, puisque comme nous l'avons vu, le support IUD avec la mise en œuvre de l'informatisation et de l'interopérabilité des systèmes d'information permettront vraiment une acquisition automatique des informations liées à l'IUD. Et ce point fera l'objet d'une présentation par la suite aujourd'hui. Donc évidemment, les éditeurs de logiciels qui sont des acteurs incontournables pour faire évoluer ces éléments travaillent à adapter leurs outils afin de faciliter cette acquisition. Enfin, ces évolutions, elles pourront à terme contribuer à une automatisation de la génération des fichiers qui devront être transmis à la TIH. Donc en termes de faisabilité, ce sera vraiment d'une part l'utilisation de l'IUD et des systèmes d'information qui permettra de sécuriser, d'éviter des retranscriptions manuelles et d'avoir les informations claires et communes lors de ces remontées. Donc, c'est vraiment des travaux qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de cet outil qui est l'IUD et qui est vraiment un outil de traçabilité qui est prévu par le règlement européen et qui va permettre, qui ouvre à de nombreuses perspectives. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Guillaume. Sans plus tarder, Gilles et Patrick, on vous passe la parole. Vous prenez la main sur l'écran. Je vais essayer. Je vais essayer. Alors, où est-ce qu'il est, mon diaporama? Ok, est-ce que vous voyez le diaporama? C'est bon. C'est absolument magnifique.
Oui, donc bonjour à tous. Dominique nous a confié la lourde tâche d'évoquer avec vous l'informatisation de la traçabilité et nous en profiterons avec Patrick pour vous présenter quelques points saillants de la phase pilote, dont la première partie peut d'ores et déjà faire l'objet d'un premier retour. Donc, alors, en ce qui concerne l'informatisation du circuit des DMI, tout a commencé au moment où le règlement européen, les premières informations sur la mise en œuvre du règlement européen nous sont arrivées, et donc nous avons décidé de refaire un point de situation fin 2019, début 2020. La première étape de ce point de situation a été de repartir de 2 enquêtes des GOS Médic qui avaient été réalisées. Une première en 2014 sur l'organisation de la traçabilité des DMI, qui avait montré une insuffisance de l'informatisation du circuit à l'époque déjà, que nous avons donc relancé toujours en coopération et en coordination avec les OMEDIT en 2019, en l'étendant à l'informatisation de la traçabilité sanitaire des DMI dans les établissements de santé de manière plus globale, avec un certain nombre de conclusions, en tout cas de points forts de retour. D'abord un bilan assez contrasté des points forts et des points faibles des organisations, à la fois en termes de métier d'informatique, le constat que les évolutions par rapport à 2019 étaient limitées, que certaines actions correctives a été apportées, mais qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, et que dans cette enquête déjà, nous avions demandé que les différents logiciels concernés par la traçabilité soient renseignés, ce qui nous avait amené à dresser quelques constats en fin d'année 2019, avec en particulier celui finalement d'un écosystème qui était dynamique autour de la question des DMI, d'abord des enjeux de santé publique et des partagés par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Je ne reviens pas sur ce que nous a présenté Guillaume, mais au-delà de ce contexte favorable, de nombreux établissements de santé rencontraient à l'époque et rencontrent d'ailleurs toujours aujourd'hui des difficultés dans la mise en application des dispositions réglementaires dans le cadre de la traçabilité, et que ces difficultés étaient liées en particulier à certains flux de données dédiés à la traçabilité ou pas d'ailleurs, qui reposaient sur une gestion beaucoup trop manuelle des informations, avec en particulier beaucoup de papier, saisir, ressaisir, enfin tous des éléments qui étaient plus, dont l'automatisation méritait d'être revue, pour le dire comme ça. Donc, dans ce cadre-là, nous sommes posé la question de savoir comment est-ce que nous pourrions essayer de définir, d'ailleurs avec les établissements et avec les éditeurs, quelques objectifs généraux de l'informatisation du circuit des DMI en reprenant les éléments qui sont dans le règlement, en tout cas tous ceux qui donnent un cadre national et supranational. Dans ce cadre-là, au niveau du ministère, le point d'entrée, que je vous avais déjà, me semble-t-il, énoncé lors d'une autre édition des jeudis, c'était de renforcer la sécurité sanitaire avec le double objectif d'identifier rapidement les patients porteurs d'EDM et d'identifier les DM chez un patient. Je ne reviens pas sur la nécessité d'aller finalement jusqu'au bout de la vie du patient et du dispositif médical pour être capable de dire à qui en a besoin les différents DM portés par les patients. Au-delà de ça, ou plutôt en complément, en modalité de mise en œuvre, l'enjeu est aussi d'outiller la puissance publique en France et plus globalement au niveau de l'Union européenne pour à la fois être capable d'identifier de manière univoque les DM,
de renforcer et d'étendre la traçabilité et la sécurité avec des questions d'approvisionnement, de lutte contre la contrefaction, de documenter l'utilisation d'EDM et en France en particulier de répondre à l'obligation législative d'envoyer les dispositifs médicaux implantables dans le dossier pharmaceutique et aussi d'agir donc de ce fait sur les systèmes d'information hospitaliers, avec aussi des enjeux qui sont des enjeux importants pour les patients, de prévention des ordres médicales et de rapport d'incidents de surveillance après-vente et de rappel d'EDM dans le cadre de problèmes sur la qualité des dispositifs médicaux. Je ne reviens pas sur l'épisode des prothèses mammaires PIP. Donc, ce qui nous a semblé dans ce cadre-là le plus simple et le plus opérationnel, c'est de proposer à l'écosystème et de vous proposer à vous, établissements de santé, un guide d'informatisation du circuit des DMI dans les établissements de santé qui va être joint dans sa parution, j'allais dire officielle, à l'arrêté dont nous a parlé Guillaume et qui est de parution imminente. Je ne reviens pas non plus sur ce que je vous avais présenté lors d'une session précédente, qui était finalement une espèce de cartographie des différentes composantes du système d'information et des éléments métiers qui étaient concernés par le dispositif médical implantable dans les établissements, sinon pour dire que dans ce cadre-là, l'objectif de ce guide, c'est finalement de vous donner la possibilité de contextualiser ce schéma général dans chacun de vos centres hospitaliers, avec comme objectif final d'en améliorer le fonctionnement et d'en maîtriser l'urbanisation au sens large du terme. Donc, dans ce cadre, finalement, comment envisager l'informatisation du circuit des DMI dans les établissements? La déclinaison opérationnelle, elle en est faite dans un premier contexte, donc c'est celui de ce que nous pourrions essayer de définir conjointement comme objectif du renforcement de l'informatisation. Généralement, il existe déjà une informatisation qui est de manière très générale insuffisante, en tout cas vécue comme insuffisante. Et dans ce cadre, ce guide a comme objectif principaux de vous donner un outil d'accompagnement dans votre démarche d'informatisation ou de réinformatisation ou d'extension et de fiabilisation de l'informatisation des circuits des DMI, en vous proposant une approche méthodologique avec quelques déterminants fondamentaux pour conduire l'informatisation de ce projet, d'harmoniser les pratiques de chaque établissement, de préparer la mise en place progressive et obligatoire de l'IUD, de couvrir l'ensemble du circuit des DMI au sein des établissements de santé. Là aussi, les échanges que nous avions eus avec les établissements qui remontaient des questionnaires Omedit montraient bien que dans les établissements, les pharmaciens, mais pas uniquement eux, souhaitaient avoir un système global, un système d'information global plus efficient. Et dans ce cadre-là déjà, de veiller à l'interopérabilité de l'ensemble des logiciels concernés. Et pour ce faire, le guide propose une méthodologie qui se base autour de quelques éléments pivots, quelques éléments de démarche. Donc la première, c'est la formalisation d'une cartographie applicative, donc finalement l'équivalent de celle que j'avais dressée de manière globale dans l'établissement et sa déclinaison, avec une première étape qui est celle du recensement de l'ensemble des logiciels concernés, quelle que soit leur utilisation. Et puis, surtout, puisque c'est à ce niveau-là que le contexte actuel pêche, de décrire les workflows, c'est-à-dire les flux de données autour des dispositifs médicaux en général, des DMI en particulier, puisque c'est la porte d'entrée, et de lister, au-delà des flux de données, les données elles-mêmes qui doivent circuler entre les différents environnements. Si l'EDM et son identification par l'IUD sont un élément qui est présent systématiquement, de temps en temps, il est nécessaire d'identifier le patient, de temps en temps, ou le poseur, mais de temps en temps, il s'agit de faire référence à des marchés, il s'agit de mettre des références pour pouvoir être remboursé, de mettre des références pour pouvoir payer, etc. Et donc, à chaque fois, dans chacun de ces échanges, les données qui doivent circuler sont des données complémentaires à l'IUD. Avec comme perspective, qui est celle qui nous paraît être la seule raisonnable au niveau du ministère, d'une automatisation complète de l'ensemble des échanges pour une optimisation du circuit, avec
comme but ultime d'avoir rapidement une exhaustivité de traçabilité de l'ensemble des composantes et avec l'ensemble des bénéfices induits qui en sont la conséquence. Dans le cadre de la phase pilote, il avait aussi été demandé aux établissements d'objectiver les impacts de l'arrivée de l'IUD sur les interfaces et puis surtout de mettre en place un plan projet qui nous permette d'avoir une idée du temps qu'ils envisageaient de mettre pour pouvoir répondre à l'obligation de traçabilité. Alors, quelques points pilotes et quelques points saillants, comme nous sommes un tout petit peu en retard, Patrick m'a autorisé exceptionnellement à reprendre les quelques points qu'il devait présenter. Il y a de ce que les établissements pilotes nous ont renvoyé, deux finalement contextes sur lesquels un certain nombre de points peuvent être mis en évidence. Le premier, c'est la partie numérique, qui était celle au cœur même de cette phase pilote, avec des thèmes dont vous allez voir qu'ils sont attendus. D'abord autour des codes barres. Beaucoup d'établissements faisaient du réétiquetage, tous ont souhaité le supprimer, ce qui est assez légitime. Une grande partie d'entre eux ont mis en évidence la question de finalement quels étaient les codes barres qu'ils recevaient, quelle était leur lisibilité. Et le constat est un constat qui était attendu aussi, c'est que GS1 est très majoritaire, mais qu'il y a aussi un peu de HIBC, ce qui présente aussi ce qui entraîne quelques contraintes, en tout cas quelques souhaits, sur le matériel d'acquisition. Là aussi, les expérimentateurs, les pilotes, soulignent tous le caractère central et la qualité du matériel d'acquisition. Un des enjeux et une des approches et des bénéfices majeurs, c'est celui de la capacité de doucher les différents codes barres. Et pour ce faire, les douchettes doivent être de qualité, elles doivent permettre au mieux une acquisition large, de type page entière, c'est-à-dire de pouvoir, à partir d'un scan d'une zone, de pouvoir déterminer dans cette zone quels sont les différents codes barres et de pouvoir, le cas échéant, réattribuer les différents codes barres dans les différentes zones et où de sélectionner ceux qui sont pertinents dans le cadre de la traçabilité. Et là aussi, parce que ça n'est pas systématique, c'est moins lié à la douchette qu'au logiciel derrière. Au-delà du GTIN, il apparaît nécessaire aussi de pouvoir lire les la part minoritaire mais existante des codes HIBC. Un troisième point qui est aussi ressorti, c'est celui des référentiels. Pour que le système fonctionne, il est nécessaire qu'il y ait une reconnaissance systématique des IUD, au sens de être capable, à partir d'un IUD qui est lu et qui de toute façon est systématiquement lisible, de pouvoir récupérer les informations qui sont associées pour les présenter dans le contexte à ceux qui ont à en savoir. Cette question de la base référentielle qui permet de le faire est importante. Parmi les pilotes, un certain nombre ont un double processus et en particulier sont entre guillemets obligés de revenir au papier pour les codes IUD qui ne sont pas connus du système. Ce qui les amène de manière générale à souligner l'importance du référentiel utilisé et de sa mise à jour au fil de l'eau. J'allais dire la quasi-totalité, je pense que la totalité des pilotes se sont engagés dans l'acquisition d'une licence d'utilisation d'un référentiel extérieur professionnel. Un certain nombre d'entre eux ont mis aussi en évidence des problèmes autour d'IUD multiples pour une même référence produit, mais ce qui n'est pas étonnant, c'est parce que vous êtes ceci dans un autre contexte, et ont mis en évidence aussi des situations qui peuvent aussi poser problème dans les systèmes d'information en fonction de la manière dont les référentiels sont organisés, avec un DMI qui peut avoir plusieurs références LPP, ce qui a des impacts sur les flux d'aval. De manière assez générale, les pilotes ont mis en concurrence les différents référentiels, en ont fait une évaluation comparative avant de choisir quand ils n'en avaient pas déjà un en interne. Et quelques établissements ont déjà réintégré dans la phase initiale la prise en compte de l'obligation de codage des indications. Et puis, le dernier point dans ce contexte, c'est le SIH et les interfaces. L'impact des montées de version des logiciels, puis il y a de logiciels, puis il faut aligner les versions pour que ça fonctionne.
Dans le cadre des interfaces, une interface qui pose assez généralement problème, c'est celle avec les dossiers patients informatisés. Et dans le cadre des échanges, il y a deux orientations qui sont prises, soit un EI, je vous ai expliqué la dernière fois ce dont il s'agissait, une espèce d'un environnement de routage de messages, soit l'appel à la mise en œuvre d'appels contextuels qui permettent aussi de répondre à une partie des problèmes, des questions. Le deuxième contexte, celui du versant métier, avec l'importance qui a été aussi soulignée de manière assez générale de la composition de l'équipe projet, l'importance d'avoir tous les acteurs concernés, et donc de voir au sein de l'établissement qui finalement doit participer du fait de l'organisation à cette équipe projet. Et le point aussi souligné, c'est celui. Il faut avancer, Gilles. Pardon? Il te faut avancer, s'il te plaît. Je sais que tu arrives à la fin, mais voilà. Merci. L'objectif aussi, c'est de transformer les organisations sur les périmètres fonctionnels pour libérer et déployer du temps agent, d'homogénéiser, de simplifier, de fédérer et de responsabiliser les acteurs, de sécuriser et fiabiliser les processus, avec derrière des leviers jusqu'y compris financiers de la traçabilité. Certains ont souligné aussi les questions autour des inventaires et de leur automatisation, et puis de la gestion automatique des péremptions, autant d'activités qui sont aujourd'hui difficiles et qui prennent du temps, sur lesquels l'efficience peut être améliorée. Sur le périmètre de la phase pilote, il y avait donc 75 candidats, dont 37 ont répondu, c'est à peu près la moitié aujourd'hui. Et donc, pour relever l'ensemble des défis, en particulier celui que vous a posé Dominique, nous vous proposons maintenant le retour d'expérience de l'un d'entre eux, et donc je passe la parole au CHU de Toulouse. Merci à vous. Merci Gilles, et d'un Gilles à l'autre. Donc, Gilles, je te laisse la parole. Alors, plein écran. C'est bon. Merci Gilles pour la transition. Je vais donc vous présenter. Alors, on n'est pas en plein écran aussi. Excusez-moi. Je vais donc vous présenter le retour d'expérience du CHU de Toulouse. Je vais essayer d'être concis, mais ça va être un petit peu compliqué, sur du coup la sécurisation du circuit des DMI par l'interopérabilité et l'utilisation de l'IUD. Donc pour commencer, on va faire un rappel sur les grandes lignes du projet. Donc nous, on a démarré en 2019. La pharmacie a porté le projet d'informatisation complète du circuit des DMI dans un seul logiciel avec 4 objectifs principaux. Le premier, c'était de sécuriser la prise en charge du patient par une gestion des stocks informatisés des DMI, c'est-à-dire en fait des armoires informatisées dans un logiciel que les blocs et la pharmacie pouvaient voir en temps réel. Le second point, c'était sécuriser la traçabilité sanitaire et financière de pose des DMI. Après, on voulait aussi tracer les informations médicales de pose des DMI facturables en sus des GHS, donc pour répondre au KKS. Et le dernier point, c'était de faciliter la passation des commandes de DMI pour le service d'approvisionnement de la pharmacie. Au final, c'est le logiciel Copilote qui a été choisi puisqu'il était déjà implanté chez nous comme logiciel de stock de la PUI. Et c'était surtout le seul qui nous garantissait une interopérabilité totale avec donc Orbis qui est notre DPI et les autres logiciels métiers dans lesquels on faisait la traçabilité des DMI jusque-là, que sont Explore, Emolia et Opera. Donc, le circuit avant le changement, en gros, on avait un logiciel d'identification patient qui était Pastel et qui envoyait les données patients aux différents logiciels métiers pour que les e-bots puissent faire la traçabilité de pose au moment de l'opération. Les e-bots derrière collaient les étiquettes des DMI dans un cahier et c'est la logistique de bloc qui créait des demandes de service. Qui était ensuite transformé en commande auprès des fournisseurs par la pharmacie. Et donc, la réception était faite dans notre logiciel de gestion de stock de la PUI, qui est Copilote. Vous voyez donc qu'il y avait des gros défauts sur ce circuit, puisqu'il n'y avait aucun lien entre la réception d'un DMI sur la PUI et sa pose dans le service. La traçabilité au bloc était réalisée en déclaratif et dans la majorité des cas sans lecteur code barre, donc un risque d'erreur avec un impact sanitaire et financier qui pouvait être fort. Et il n'y avait aucun lien entre la pose et le renouvellement du stock. Donc,
les dotations qui sont présentes dans les blocs pouvaient augmenter ou diminuer sans contrôle possible par l'API. Sur le circuit après changement, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on est tout de suite sur une boucle fermée. Cette boucle, elle commence par l'étape de réception. Alors nous, on a ajouté en fait à cette étape de réception une pré-étape qui est en fait l'apprentissage des IUD par la pharmacie, parce que nous, on n'a pas de CIO. Donc notre fichier produit n'est pas connecté à une CIO. Donc la première étape, la première fois qu'un DMI va arriver sur le CHU, la réception en fait va se charger de l'apprentissage de cette IUD. Il va associer l'IUD à la fiche produit. Ensuite, du coup, cette IUD pourra être utilisée et scannée sur toutes les différentes étapes du circuit. On a donc derrière une réception qui va se faire avec une implémentation des données à la douchette, forcément. Donc automatisée si le code barre il est bien normé. Et sur cette étape de réception, on a aussi un petit peu innové puisqu'on scanne le bon de livraison du fournisseur pour avoir un accès directement depuis notre logiciel, depuis l'historique. La seconde étape, donc, c'est la dispensation. On a bien la traçabilité des lots et des numéros de série qui sont envoyés dans chaque bloc. On a aussi fait le choix de créer un numéro de contenant unique, en fait, qui va être envoyé dans le service. Donc, les DMI sont réunis par lieu de livraison et sont envoyés dans un carton qui, lui, est identifié, du coup, par ce numéro unique. Et donc, au niveau du bloc, il y a la réception de ces DMI qui se fait par scannage du contenant et l'utilisateur au bloc peut vérifier qu'il a bien tout reçu par un contrôle de la livraison. Et ce contrôle de la livraison déclenche donc l'implémentation de l'armoire virtuelle du bloc et les stocks sont visibles, passent d'un statut en transit à un statut présent au bloc. Au moment de la pose, donc seuls les DMI qui sont présents dans cette armoire informatisée peuvent être posés. L'e-bot, bien sûr, va scanner l'IUD pour limiter le risque d'erreur. Et là, on a deux déclenchements automatiques qui se font. Le premier, c'est une demande de renouvellement du stock qui se fait automatiquement au logisticien de bloc. Et l'autre, c'est l'envoi des documents de traçabilité qui vont arriver dans le dossier patient informatisé pour que le courrier soit remis à la sortie à la fin de l'hospitalisation. La remontée de ce courrier en fait dans le DPI permet aussi le fait que si le DMI est hors GHS, le chirurgien devra forcément saisir l'indication au moment où il va compléter son compte-rendu opératoire. Et donc, seuls les chirurgiens sont habilités à tracer les indications. Et toutes ces informations donc, sont remontées dans un fiche comp via Copilot. La demande de renouvellement, elle, comme je vous le disais, est validée par la logistique de bloc, puis par la pharmacie, qui va ensuite la transformer en commande au niveau du service approvisionnement. Et on conserve toutes les données, lot, numéro de série pour ce qui est dépôt permanent, pour transmettre en fait les données aux fournisseurs via EDI. Donc on n'a plus de saisie manuelle sur ce flux-là. Maintenant, sur les circuits particuliers, le premier d'entre eux, c'est la première mise en dépôt. Forcément pour les dépôts permanents. Vu qu'il n'y a pas que de facturation, on a fait le choix en fait de passer par une commande directement dans Copilot et non dans notre GF pour ne pas générer de facturation. Ce qui fait qu'on raccroche en fait le circuit logistique classique avec apprentissage de l'IUD, mise en armoire, traçabilité à la douchette, commande automatisée, mais qu'on n'a pas de facturation tant que la première pause n'est pas faite. Pour les dépôts temporaires, maintenant, on avait effectivement la volonté de ne pas créer N fiche produit dans notre logiciel pour un seul DMI qui serait posé. Donc là, la saisie se fait dans un fichier Excel par l'e-bot qui va saisir la référence, le lot, la série, la péremption et la quantité et envoie ça à la PUI où il y a un contrôle qui est effectué et on importe directement ce fichier Excel dans l'armoire informatisée du service pour que l'e-bot puisse faire ensuite la déclaration de pause. Et cette déclaration de pause déclenche donc la création d'une commande de facturation sans relivraison auprès du fournisseur. Au niveau des autres traçabilités particulières, on a une découpe qui se fait au moment de la réception pour les numéros de série. Donc, si un DMI est géré au numéro de série, au moment de la réception, on va avoir tous les DMI qui vont être découpés à l'unité. On va pouvoir scanner tous les numéros de série, donc des DMI un par un. Pour l'ostéosynthèse, on a fait le choix de ne pas gérer les lots et les numéros de série, puisque l'emballage primaire va être supprimé et que les DMI vont être stérilisés.
On a aussi envisagé des solutions pour la gestion des prêts entre les blocs parce qu'on sait que ça existe, des e-bots qui vont chercher dans les armoires d'à côté. Donc, quand elles posent un DMI, elles sont capables d'aller fouiller dans une armoire à côté pour aller chercher ce DMI et pouvoir le scanner. Et la commande qui est générée ensuite va faire que l'imputation est déclarée sur le service emprunteur. Au niveau des DMI qui sont en conditionnement multiple, là, on va attendre en fait d'avoir consommé la totalité d'une boîte pour déclencher la commande auprès du fournisseur, ce qui suppose que pour ces DMI, on a au moins 2 boîtes dans le service ou au moins un DMI plus une boîte pour pouvoir redéclencher le stock avant qu'on tombe en rupture. Sur les DM de titre 5, on a fait le choix d'utiliser le même circuit pour avoir l'indication d'utilisation du DM. La seule chose qui change, c'est qu'il n'y a pas le courrier d'implantation puisqu'ils ne sont pas implantables. La dernière traçabilité particulière, elle est pour les dispositifs médicaux implantables en fin de marché. Là, on peut bien sûr les poser puisqu'ils sont présents dans l'armoire informatique du service. Par contre, on ne peut pas les renouveler puisqu'il n'y a plus de marché. Les choix qu'on a effectués au niveau du système d'information sont importants puisqu'on a fait le choix de ne pas remplacer les logiciels métiers. Donc, on a gardé Opera, Explore et Molia parce qu'en fait, ils permettaient notamment la planification des opérations au sein des blocs. Et on a fait surtout le choix de ne pas créer de réelle interface parce qu'on avait trop de logiciels au CHU, ça générait des délais qui étaient trop longs et potentiellement aussi des bugs qui pouvaient être trop nombreux. Donc, on a fait le choix de passer sur des appels contextuels, c'est-à-dire que l'utilisateur est dans son logiciel métier, il clique sur un bouton, ça lui ouvre une nouvelle fenêtre Internet, il ne se rend pas compte, mais il bascule en fait en vrai sous copilote. Là, le nom du patient, l'IPP, l'IUP, l'UF, le jour de pause, tout ça est renseigné automatiquement. Mais au final, il travaille dans Copilote et il déclare la pause directement dans Copilote. Et c'est la même chose pour la saisie des indications où le chirurgien, quand il est dans le dossier patient informatisé, il clique sur un bouton et il appelle en fait Copilote pour déclarer l'indication de pause. Au niveau de l'IUD plus spécifiquement, on a demandé à Copilote d'apprendre le standard HIBC aussi parce qu'il connaissait que le GH1 au moment du démarrage, puisqu'on avait en fait 5% de nos DMI qui étaient encore en standard HIBC en 2019. Au niveau du déploiement, on a fait une phase de pré-déploiement de 6 mois avec la communication du projet, les tests de l'outil, la formation des équipes et un gros travail sur le référentiel produit qui a pris du temps. Et on a démarré au final l'informatisation de 10 blocs et salles interventionnelles en janvier 2019 pour terminer en octobre 2019. Donc ça a pris quand même quelques mois. Et pour l'instant, on a seulement déployé sur un seul des 2 hôpitaux de Toulouse et le deuxième qui est Purpan n'est pas encore réalisé. Les étapes clés de ce déploiement, la première, c'est le paramétrage du fichier produit, puisque ça nécessite en fait une fiche produit GEF par mode de gestion. Donc, si un DMI est géré en dépôt d'un côté et en dépôt temporaire ou en achat sur un autre service, on va être obligé de créer plusieurs fiches produits. Ça nécessite aussi de connaître le mode de traçabilité. Est-ce que le DMI est géré au numéro de série ou au lot avant la première réception, puisqu'on doit le renseigner en fait dans notre fiche produit de la GEF. Et donc, c'est un travail très lourd qui a été réalisé, puisque 6000 fiches produits ont été analysées. Et l'approvisionnement a créé une liste de 21 questions pour ne rien oublier. Est-ce que le DMI est en kit? Est-ce que le DM est associé? Est-ce qu'il y a des DM associés à un DMI pour la pause, etc. Sur le thésaurus des indications, on a fait le choix de ne pas suivre les intitulés de la liste LPPR. En fait, on les a simplifiés. Donc, on a fait un travail collaboratif médico-pharmaceutique qui a permis d'établir un thésaurus. Et on a défini quelles indications étaient conformes à la LPPR et celles qui n'étaient hors LPPR et qui nécessitaient une argumentation. Au final, c'est 974 indications qui ont été définies en référentiel et 237 en référentiel. Et donc, ces indications qu'on a créées, les libellés, sont saisies par le chirurgien dans un menu déroulant. Au moins, il n'a pas le choix d'écrire n'importe quoi ou ce qu'il fait. Au niveau de l'apprentissage des codes IUD, donc ce que je vous ai dit, c'est qu'on n'avait pas de CIO qui était connecté. Donc, pour éviter un travail massif à la réception d'apprentissage au moment du démarrage des blocs, on a fait le choix en fait d'envoyer un préparateur dans tous les blocs qui, lui, a associé en fait tous les codes GS1, tous les IUD en fait réellement, aux fiches produits dans Copilote.
Donc, c'est un travail encore qui est quand même assez massif et ça nécessite surtout un double contrôle puisque chaque erreur se répercute ensuite tout au long de la chaîne puisque s'il y a une erreur d'affectation de l'IUD, on se rend souvent compte que l'erreur, elle va jusqu'au bout, jusqu'au bloc. Donc, tout ça pourrait être évité par la mise en place notamment d'une interface CIO fiche produit qui pourrait nous éviter cette étape d'apprentissage. Au niveau des inventaires, donc il y a une grosse étape qui est l'inventaire initial des DMI dans les blocs, qui doit se faire forcément hors horaire travaillé pour que les stocks de DMI ne bougent pas dans les blocs. Chez nous, les 10 blocs, ça a pris environ 400 heures de travail. Mais désormais, vu qu'on a ces armoires informatisées et le stock visible, on est capable de faire des inventaires tournants tout simplement en scannant les DMI dans tous les blocs ou de faire des inventaires de dépôt, de fin de dépôt en scannant les DMI. Et on voit le stock en temps réel, ce qui permet de répondre au commissaire aux comptes, au CAC. Au niveau du bilan, donc on a eu un réel gain de temps au niveau de la réception. On est passé de 101 secondes pour réceptionner une ligne de DMI à 44 secondes, principalement grâce au scannage. On a encore 3,8% des DMI qui restent non scannables, donc 137 références sur les 3580, et encore 1,23% de taux d'erreur qui est lié à des lots multiples. Donc, quand on reçoit plusieurs lots en même temps, il arrive que l'ouvrier à la réception ne scanne pas tous les lots et que l'ensemble des quantités partent sur un seul lot, donc ça génère des erreurs. On a aussi des problèmes d'IUD qui n'existent toujours pas chez certains fournisseurs et qui ne sont pas apposés sur les DM. Et comme je vous le disais, des problèmes d'apprentissage donc de l'IUD du fait qu'on n'ait pas la CIO. Pour la gestion des stocks, donc je vous l'ai dit, visualisation des stocks en temps réel. On a une visualisation des montants immobilisés, donc ça plaît beaucoup au commissaire aux comptes. Et c'est surtout que maintenant, on a une visualisation des pertes qui sont dues à des non-traçabilités. Donc on sait que ça représente 0,02% des lignes qui sont tracées, qu'on ne retrouve pas après dans les services de soins. Au niveau de la conformité de la traçabilité, on a un taux de conformité qui passait de 78,6% avant copilote DMI à 94,3%. Le taux de saisie des indications est passé de 19% avant copilote DMI à 76% en première intention sans relance des prescripteurs. Et on a un taux de facturation des RGHS qui est de 99,27%, donc on est proche de la totalité de l'exhaustivité désormais. Cependant, ce circuit fermé apporte de nouvelles contraintes puisque tout DMI qui rentre dans l'hôpital doit forcément suivre le circuit qu'on a défini en entrée et en sortie. Donc, ça veut dire que tout ce que les fournisseurs faisaient avant, des bascules de stock d'un service vers l'autre ou qui viennent déposer du stock, c'est plus possible et plus acceptable. Et ça nous impose aussi surtout une absence d'erreur sur le référentiel produit et d'apprentissage de l'idée, ce qui veut dire que très prochainement, on devra connecter forcément la CIO à notre fichier produit pour s'éviter ces erreurs-là. Voilà, j'ai essayé de faire rapidement pour vous laisser un peu de temps de questions. Parce que je pense que merci Gilles d'être allé vite. Il y a un certain nombre de questions. Je viens de mettre en messagerie que nous resterions jusqu'à 10h10, 10h15. C'est le quart d'heure toulousain puisque nous devons terminer par Toulouse, c'est logique. Donc le quart d'heure toulousain peut s'appliquer parce qu'il y a des questions qui sont très pratiques, qui sont des questions, comme on dit, qui fâchent parfois sur les dépôts temporaires, sur le remboursement, les DM remboursés, est-ce que l'IUD va être utilisé pour tous les DM remboursés? Donc, je pense que ces questions-là sont intéressantes et les participants ont besoin d'avoir donc des réponses. Je laisse la parole à tous les intervenants pour pouvoir y répondre au mieux. Gilles, tu as aussi un certain nombre de questions qui concernent les aspects pratiques aussi. Tu pourras les regarder et je laisse à Cécile le soin de piloter ces questions-réponses. Très bien. Bonjour à tous. Donc effectivement, il y a pas mal de questions, soit pratico-pratiques, soit sur les prochaines étapes finalement, hein, à la fois de quand va sortir l'arrêté, qu'est-ce qu'il contiendra, etc. Donc la première, le suivi par l'IUD des DM inscrits LES. Alors je suis désolée, LES. Je ne connais pas, mais liste en sus, d'accord, super. Ou un trajet HS est une traça financière franco-française. Donc, l'interlocuteur ne comprend pas le lien avec les objectifs de traça sanitaire européenne demandés par le RDM pour les patients. Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Guillaume, ça. Ouais, c'est pour Guillaume. De compétition. Guillaume a parlé, dans sa présentation, a parlé de sécurité sanitaire, je pense. Guillaume, tu nous entends ?
Guillaume est fixé, là, son image est fixe. Mais je pense que l'idée, c'est plutôt, effectivement, l'IUD a été mis en place dans le cadre du règlement pour des raisons de sécurité sanitaire et de traçabilité, mais que par contre, ça peut être une opportunité pour suivre d'autres éléments et pour améliorer certains flux d'informations. Et c'est dans ce sens qu'il est retenu comme clé pivot de tout le partage d'informations autour des DM. Mais si Guillaume, que je ne vois plus… Je pense, Gilles Ebrecht, je pense que le retour d'expérience de Toulouse montre bien que la réorganisation, elle a des impacts et des bénéfices très largement au-delà de la traçabilité sanitaire. Et ça, c'est simplement lié au fait que le traitement est un traitement global de la transmission d'informations à l'ensemble de ceux qui ont à en savoir. Ok, alors la suivante. Y aura-t-il dans le guide méthodo une liste des solutions logicielles existantes? Et si oui, comment proposer et faire connaître notre solution? Ça, c'est un éditeur. J'imagine que c'est un éditeur, donc… Gilles Ebrecht, non, d'abord parce que l'État n'a pas vocation à promouvoir l'une ou l'autre. Il y a deux modalités de réponse à votre question. La première, c'est RELIMS d'un côté et OSIS de l'autre, c'est-à-dire le référentiel des logiciels médicaux qui est maintenu par la DGOS et donc par le bureau PF5 et qui vous permet de mettre en visibilité votre logiciel qui s'intègre dans les systèmes d'information hospitaliers. L'autre, c'est les statistiques que nous produisons à partir de ce que nous remontent les établissements. Et par ailleurs, même si nous promouvons l'amélioration de l'informatisation et l'amélioration des systèmes d'information, nous n'avons pas vocation à nous substituer aux établissements pour faire des appels d'offres et pour évaluer les différentes solutions qui s'intègrent dans leur environnement technique. Alors, les questions suivantes, elles sont autour finalement du périmètre de traçabilité via l'IUD, mais en tout cas en France, puisque effectivement il y a un périmètre réglementaire actuel qui est issu de l'arrêté et il y a les préconisations du nouveau règlement qui, comme l'a dit Guillaume, pour l'instant vise les DMI implantables, mais qui peut être ajusté, c'est ce qui est prévu dans le règlement, par chacun des États membres. Donc, est-ce que cette traça va être bientôt… est-ce qu'on reste sur le schéma actuel ou est-ce que ça va bouger? Et est-ce que la traça de l'IUD par les PUI pour les autres DM, qui ne sont pas des DM implantables, va être obligatoire en France? Donc, c'est vraiment la question autour du périmètre des produits à tracer obligatoirement en France. Voilà, alors, effectivement, pour l'instant, on n'a pas, j'ai pas la réponse vraiment précise à cette question. À l'heure actuelle, on reste à périmètre constant, bien sûr en prenant en compte les évolutions prévues par le règlement européen, mais à l'heure actuelle, on reste sur le périmètre qui était défini par l'arrêté de 2007. Cet arrêté va être modifié ainsi que le décret de 2006, mais en tout cas, à l'heure actuelle, il est prévu de rester à périmètre constant. Mais ça pourrait évoluer. Après, je ne peux pas répondre précisément à cette question. Mais constant du RDM. Constant, au-delà du RDM. Parce que de l'arrêté. C'est ça que la question est un peu là, je pense. Oui, mais pour l'instant, finalement, ça va au-delà du règlement, puisqu'en France, c'est les DMI. À l'heure actuelle, en France, voilà, on va au-delà de ce qu'impose le règlement européen. Après, effectivement, il faut qu'on mette en cohérence ce qu'impose le règlement européen et ce qui est fait en France. Mais en tout cas, le périmètre ne sera pas plus restreint que ce qu'il est actuellement en France. Non, pas plus restreint, mais il risque d'être élargi. C'est ce que je voulais dire, parce que je pense que la question va dans ce sens-là. Il va être élargi aux produits viscoélastiques, à tous les produits qui jusque-là n'étaient pas considérés à tracer. Dans le guide que nous avions fait, ces produits-là n'y étaient pas. C'est ce que je voulais dire quand je disais que c'était à périmètre constant en prenant en compte les évolutions prévues par le règlement européen. Voilà. Notamment en termes de périmètre de définition. Nous attendons de notre côté cette situation pour pouvoir mettre à jour notre guide sur la traçabilité, qui bien sûr sert de référence toujours avec l'NSM et le ministère.
Alors, une question ensuite sur ce que ça va représenter à l'hôpital, c'est-à-dire l'automatisation nécessite une surveillance des flux et régulièrement une correction des erreurs. La nécessaire gestion des référentiels en amont dans les différents logiciels nécessite du temps. L'équipement pour les établissements de matériel de qualité suffisante a un coût. Au-delà de la gestion du projet au sein de l'établissement, la routine aura un coût, temps, RH, matériel. En lien avec le fameux à périmètre constant, cet impact est-il mentionné et identifié dans le guide? Si oui, est-il dimensionné? Donc, là, sans doute pour moi, j'allais dire sans doute pour Gilles aussi. Oui, effectivement, tous ces constats-là sont vrais. J'aurais tendance à rajouter qu'au-delà des coûts, il y a aussi un retour sur investissement. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Gilles tout à l'heure. Et donc, comme tous les projets dans les établissements, il faut aussi voir ce que ça va permettre, ce que ça va simplifier et quels sont les retours qui sont les retours positifs. Dans le guide lui-même, à ce stade, non, pour 2 raisons. D'abord parce que sa structure a été mise en place avant que nous n'ayons les premiers retours des établissements. Ces éléments-là sont des éléments qui sont des éléments de retour et que, deuxièmement, les éléments qui nous ont été retournés sont correspondent plus à la partie mise en place du projet et planification au départ, et que nous n'avons pas encore de retour sur ce qui s'est passé concrètement. Ce que nous avions annoncé au moment de la mise en place de la phase pilote, c'est que nous reviendrions vers les établissements pour voir s'ils avaient tenu leur calendrier et quels avaient été les impacts. Au vu des calendriers qui nous ont été annoncés, j'allais dire, dans cette période-ci, premier et deuxième trimestre 2021, que les premiers retours d'expérience sur la mise en place pourraient être faits. Dans ce cadre-là, ça fait partie des questions que nous envisageons de poser et qui, à ce moment-là, feront aussi l'objet d'un retour plus global à l'ensemble des établissements et donc à vous aussi. Alors, peut-être une dernière série de questions plus pour l'autre Gilles par rapport au retour d'expérience qui est effectivement très, très intéressant. Une chose qui est une demande de confirmation, donc vous ne passez pas par le mode étiquetage interne via copilote. Oui, on avait une vraie volonté en fait d'éviter le surétiquetage à la réception qui est pour nous source d'erreur. Donc c'est pour ça qu'on utilise l'UD et qu'on ne fait pas de réétiquetage. On attend avec impatience l'équipement des DMI avec de la puce RFID pour éviter une éventuelle aussi un surétiquetage par du RFID pour continuer à avancer sur le sujet. Mais pour l'instant, tant que ça ne sera pas fait par les fournisseurs, je pense qu'on n'ira pas dessus pour éviter justement ce surétiquetage. Ensuite, il y a des questions sur l'enregistrement de l'indication dont vous avez parlé. Ouais, je me rends compte avec les questions que ça a manqué de clarté parce que la saisie de l'indication était intégrée dans la boucle, alors qu'en vrai, en fait, c'est une sortie de boucle. C'est au moment en fait où l'e-bot va déclarer la pause dans le service, ça déclenche 2 flux, donc le renouvellement qui est fait par la logistique de bloc et qui est renouvelé ensuite par une commande pharmacie. Et de l'autre côté, on envoie le document de traçabilité au DPI et là, on se retrouve dans une impasse en fait où le chirurgien doit se connecter au DPI. Il va renseigner son compte-rendu opératoire dans le DPI et c'est à ce moment-là que ça l'oblige à saisir l'indication dans Copilote. Et tant qu'il n'a pas saisi cette indication, il ne peut pas en fait enregistrer son compte-rendu opératoire dans le DPI. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez sans doute ce bon succès en termes d'information de l'indication. Ouais, 76%. Bon, on pourrait se dire qu'on fait mieux. Après, pour l'instant, on a fait le choix, même les mono-indications, donc les DMI en mono qui ont une seule indication, de ne pas les mettre en saisie automatique. Mais on voit qu'il y aurait des évolutions qui seraient possibles, peut-être de la saisie automatique sur ces mono-indications, ou alors faire de la relance automatisée par mail des poseurs, en fait, directement pour qu'ils aillent saisir les indications dans le DPI. Et enfin, la traçabilité informatique des DMI est-elle réalisable en pratique sans réétiquetage et donc sans numéro d'ordonnancier? Nous, on le fait sans réétiquetage, donc c'est possible. Grâce à l'IUD, hein, c'est clairement ça qui a permis le levier, le dépassement. Voilà, et je pense qu'effectivement, c'est cet identifiant qui va, comme on le disait, qui peut justement éviter ces réétiquetages et vraiment faciliter les échanges d'informations et en termes de traçabilité sanitaire, mais également d'autres utilisations. Alors, vraiment une dernière, et puis après on passe à la satisfaction.
ceux qui utilisent déjà les IUD, quel taux de boîte fournisseur permet de gérer sans réétiquetage? Donc, j'imagine que la question, c'est quel est le pourcentage. Alors, je l'ai mis dans la dernière diapo. Aujourd'hui, on en est au dernier relevé à 3,8% des DMI qui n'avaient pas d'IUD. Donc, Voilà, on en a ça fait 137 sur 3500. Et ceux-là, on continue à les saisir à la main pour éviter le réétiquetage. Bon, c'est source d'erreur, mais vu qu'on sait que la réglementation a évolué, on sait que ça ira dans le bon sens. Ça va aller dans le bon sens. Voilà. Eh bien, écoutez, on arrive, je pense, au terme de cette séance. Donc, vous avez le petit sondage dont on vous remercie beaucoup de répondre en direct. C'est important qu'on puisse garder cette traçabilité. Dominique. Voilà, donc là, les questions vous sont posées, vous répondez à mesure, ça va s'incrémenter. Il y a un certain nombre de questions qui n'ont pas été répondues en direct, qui sont dans les réponses, dans questions-réponses et dans les notions résolues. Mais comme je vous le disais en commençant, tout ça sera récupéré pour les foires à questions. Il y a des questions très pratiques qui ont été répondues en direct sur Datex, sur la prise en compte par la sécurité sociale, etc. Donc, tous ces points qui sont effectivement des sujets par eux-mêmes, vous aurez les réponses très rapidement. Et je remercie bien évidemment tous les intervenants pour avoir pu répondre en direct, même si nous sommes allés un petit peu au-delà des temps qui étaient impartis pour chacun pour parler. Mais bon, le sujet est un sujet qui n'a pas fini de toute façon d'être discuté. On a fait ces jeudis, on arrive au dernier épisode pour le 8 juillet. Donc ce dernier épisode sera plus autour de tous les autres dispositifs d'identification qui existent et essayer de mettre en convergence tous ces systèmes d'identification. Nous aurons normalement aussi la participation donc du point de vue d'un usager qui, même si nous sommes tous des usagers potentiels, qui pourra aussi évoquer l'intérêt de cette sécurisation. Voilà. Donc, je remercie tous les intervenants et je vous donne rendez-vous en juillet. D'ici là, vous pourrez toujours aller sur la chaîne YouTube pour réécouter les interventions, réécouter les réponses si jamais vous ne les avez pas bien entendues. Et toutes les présentations seront aussi accessibles sur les sites. Merci à vous. Merci, au revoir.